Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Alors, vous m'entendez peut-être un peu pas très bien parce qu'en fait, je suis derrière mon masque pour éviter de vous contaminer. Et vous avez compris, aujourd'hui, on va parler du coronavirus et du lien avec le numérique. Alors, en fait, j'espère que je ne suis pas si contagieux que ça. Hein, Benoît, qui est derrière la caméra, tu vas, voilà, ça y est, je pense que je vais l'enlever. Je respire. Et on va parler justement de ce que le numérique peut apporter sur le coronavirus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées autour de ça. À commencer, parce que je pense que tout le monde est au courant un peu de cette épidémie, des pandémies mondiales, sur lesquelles, bon, ça crée plus ou moins d'inquiétude. Il y a de quoi d'ailleurs être inquiet, voilà. Enfin bon, la peur n'écarte pas du danger, comme disait ma grand-mère. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est juste une comparaison et comprendre un peu ce qui s'est passé, par exemple, entre non pas la grippe espagnole, parce que là c'était un peu loin avec tous ces morts qu'il y a eu, mais par exemple un truc beaucoup plus récent qui était le SRAS 2003, pour ceux qui s'en rappellent, et le fameux coronavirus, mais alors sous l'angle effectivement un petit peu numérique. Et on voit effectivement qu'il y a des choses très très différentes entre ce SRAS de 2003. Je rappelle qu'à l'époque, ça avait fait plus de 600 décès, le SRAS, qui était effectivement assez contagieux et assez fort, et pour lequel il y avait plein de soucis, et là aussi ça venait de Chine. Voilà, donc c'est aussi ce qui est en commun. Donc on va parler de l'aspect numérique de tout ça. À commencer par un point qui est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, 10 jours avant l'épidémie, c'est-à-dire avant le moment où on annonce qu'effectivement l'épidémie du coronavirus est donc enclenchée, on a une IA, une intelligence artificielle canadienne, qui l'avait tout simplement décelée. 10 jours avant. Voilà. Elle s'appelle d'ailleurs Blue Dot, et en fait c'est tout simplement un modèle, parce qu'on parle d'IA, ça fait toujours l'impression d'avoir un truc intelligent. En gros, c'est un modèle de prédiction qui tout simplement calcule à partir de plein de données justement pour savoir si oui ou non il y a des risques de transmission. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2003, il n'y avait pas de données. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas de données, parce que d'abord politiquement les Chinois avaient retenu les informations, il y avait beaucoup moins en fait d'informations qui étaient sorties, donc on l'avait appris très très tard en fait qu'il y avait cette épidémie. Et puis deuxième chose, parce qu'il n'y avait pas autant de données à potentiellement échanger au niveau mondial pour pouvoir faire ça et pour pouvoir donc avoir des modèles de calculabilité. Donc c'est les deux qui vont ensemble. Et ce que je dirais d'un côté, ce qu'on appelle entre guillemets l'open data, les données sont plus ouvertes, mais aussi parce qu'on a maintenant des modèles qui peuvent calculer par exemple des propagations de virus à l'échelle mondiale. Et donc d'imaginer ce que ça veut dire des gens qui prennent l'avion en se connectant sur les données justement, par exemple, de combien il y a d'avions qui partent du fameux coin de Wuhan. Ça, par exemple, c'est des données maintenant qu'on n'avait pas en 2003. Donc c'est un peu la conjonction de tout ça, open data et calcul, qui permet de faire ça. Donc tout d'un coup, d'ailleurs, la fameuse intelligence artificielle canadienne, maintenant, elle a des cartes, et comme par hasard, les gens la suivent avec beaucoup plus d'attention parce qu'elle a un peu prédit ce qu'allait se passer. Pendant, donc c'est maintenant, il y a aussi une révolution. Je pense que vous avez vu dans tous les journaux, aujourd'hui on a les chiffres jour par jour, parce qu'il y a des modèles, parce qu'il y a des data vis, vous savez, les data visualisations, il y a des cartes qui montrent, on peut zoomer, on l'a par exemple là maintenant pour le coronavirus, mais par exemple dans d'autres catastrophes, parce que je suis centré catastrophe aujourd'hui, ça va tous nous faire un peu peur. Sur l'Australie, on voyait les feux aussi se propager en temps réel, et on avait des cartes de propagation. Là c'est pareil, on voit des cartes de propagation du virus, et ça c'est de la data vise. Là aussi, en 2003, le data vise, faire une carte qui était dynamique, c'était pas facile. On n'avait pas les systèmes de cartes, de projection, on n'avait pas encore une fois de données qu'on pouvait agréger de manière simple. On n'avait pas non plus de grand écran pour visualiser ça de manière très simple. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir que ces écrans dynamiques, à l'époque, on n'avait pas les browsers et les calculateurs pour faire ça. L'autre point aussi, c'est la collaboration internationale. J'avais déjà fait un truc sur la 5G et autour aussi de la question, par exemple, de l'accélérateur de particules. En fait, il y a un autre point, c'est que les chercheurs, maintenant, sont connectés au niveau mondial. Donc, il y a une recherche académique mondialisée sur la question du coronavirus. Là aussi, si on revient en 2003, ce n'était pas le cas, y compris avec les acteurs chinois. Donc on va retrouver à nouveau la dimension humaine, numérique, mais un petit peu politique. Et puis mieux que ça, oui, aujourd'hui il y a des youtubeurs qui se baladent au milieu du Wuhan, avec d'ailleurs le même Osmo avec lequel je suis filmé, avec un masque comme celui que je vous ai montré, et puis ils montrent et on voit les choses. Là aussi, il y a une mise en perspective immédiate journalistique d'un fait qu'on n'avait pas avant. C'est que vous pouvez aller voir, vous allez vous promener, même si vous n'y êtes pas, au milieu des rues de Wuhan, qui sont totalement désertées, de cette fameuse ville de 10 millions d'habitants, qui ressemble à un village mort. Enfin, moi, c'est quelque chose qui d'ailleurs m'impressionne à chaque fois. Et ça aussi, c'est le numérique qui l'amène.
Et demain, eh ben demain, vous savez, on est en train de chercher évidemment aujourd'hui pour le coronavirus, un vaccin. Ok, c'est pas gagné, mais on a réussi là très très vite d'ailleurs, grâce à la recherche internationale et à l'Institut Pasteur, il ne faut pas oublier que les Français sont très en avance là-dessus, de reproduire le virus. Très bien. Et demain, eh ben demain, par exemple, je vais vous parler d'un autre sujet d'aujourd'hui, qui est que le premier médicament, là, entièrement pensé par une intelligence artificielle, alors à nouveau, c'est des modélisations, qui ont modélisé des molécules probables pour gérer des problèmes, en fait, a été mis là, en premier test humain. C'est la première fois qu'une machine a inventé un médicament pour nous, les humains. C'est dingue, ça. Et ça arrive maintenant, là, c'est au même moment que ça arrive. Et vous savez ce qu'a trouvé cette IA d'ailleurs comme molécule? C'est un truc sur les obsessive compulsive disorder. Dit autrement, c'est drôle, hein, c'est-à-dire que l'IA s'intéresse à nos problèmes et nos troubles mentaux. C'est-à-dire que l'IA, la machine, s'intéresse au fameux PFH, le putain de facteur humain, pour essayer de nous normaliser. Je trouve que ça manque pas de sel de se dire qu'au moment où il y a ces grandes pandémies, les machines elles sont en train d'essayer de nous normaliser pour qu'on devienne bien sagement rentré dans notre niche. Ça, je pense, ça nous ferait réfléchir. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du combat entre le numérique et le vivant. Je ne sais pas qui gagnera, mais en tout cas, la bataille est enclenchée. Sur ce, à la semaine prochaine.